c'est justement cela, c'est-à-dire ces lances. Alors on a fait remarquer, bien entendu, que ces lances étaient de puissants, comment dirais-je, indicateurs ou inducteurs, comme j'ai l'habitude de dire, des inducteurs d'espace. Mais ce qu'on n'a pas dit, ce qui est la vérité, hein, bien sûr, mais ce que l'on n'a pas dit, c'est que pour les gens qui font des mathématiques, vous remarquerez que ça, c'est un triangle trirectangle. Et lorsqu'on fait de la géométrie dans l'espace, eh bien le trièdre trirectangle, ou le trièdre tout simplement, c'est l'indicateur de l'espace euclidien, c'est-à-dire de l'espace tridimensionnel. Donc vous avez là un véritable traité de mathématiques euclidiennes mis en perspective. C'est une merveille. Et l'autre partie de la merveille, alors là, on a bien fait de se l'apprendre, n'est-ce pas? C'est à Paris, c'est la bataille d'Uccello de Paris, complet changement d'optique. Bien entendu, il y a toujours les lances, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce personnage, qui va mourir bientôt, et qui est emporté vers la mort par cette espèce de cheval noir, cabré, et entouré de personnages qui déjà sont des fantômes, ne vivent plus. Il n'y a plus de visage là-dedans. C'est toute une, je dirais, c'est toute une armée de boîtes de conserve, d'armure, etc. Un paysage de métal, un paysage d'horreur, un paysage de guerre, enfin d'horreur. C'est pas sur l'horreur qui joue, c'est sur l'induction, si vous voulez, de cette horreur et sur le caractère inhumain, en quelque sorte, de la guerre. Ça, c'est vraiment un magnifique tableau, il est au Louvre. Demain, vous pouvez y aller. L'homme par lequel je suis venu à l'histoire de l'art. Fra Angelico. Voilà une cellule de Saint-Marc, qui est naturellement le couvent qui a été décoré par Fra Angelico. Côme de Médicis ayant payé tout le chantier, parce que comme il avait des choses à se faire pardonner, l'usure, n'est-ce pas? Eh bien, il est allé voir le pape, et le pape lui a demandé qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner. Il lui a dit mettez 20 000 florins dans le couvent de Saint-Marc. Côme de Médicis qui aimait faire les choses en grand, en a mis 40 000. Il a payé non seulement les peintures, mais il a payé la restauration architecturale et tous les livres donc sacrés. Ce qui est remarquable dans cette affaire-là, c'est que vous avez ici une cellule. Dans la cellule, vous avez un espace qui évoque, répond à l'architecture de la cellule, qui reprend l'architecture à voûte romane, en somme, à voûte d'arête de la cellule et de tout le couvent de Saint-Marc. Et puis vous avez donc cette annonciation avec cette jolie jeune femme-là. Évidemment, c'est assez différent. Et vous voyez le talent de Fra Angelico, qui est un des plus fabuleux coloristes de l'histoire de cette époque, parce que l'histoire picturale de Florence n'est pas très coloriste, et s'il y a un coloriste parmi les peintres florentins, c'est Fra Angelico. Et puis vous voyez comment cet homme, qui a, je voudrais le préciser, a été peintre avant d'entrer dans l'ordre de dominicains. Ce n'était pas comme on le raconte, quelqu'un qui pleurait quand il se mettait à peindre, c'était au contraire quelqu'un qui avait le dogme solidement comment dirais-je, chevillé au corps, à tel point d'ailleurs qu'à un moment donné, on a voulu le nommer, il a été supérieur du couvent dominicain de Fiesole, et on a voulu le nommer supérieur du couvent dominicain de Saint-Marc. Il était très copain avec saint Antonin, qui était l'évêque, l'archevêque de Toulouse, de Florence à cette époque-là, et qui a été le premier à prêcher en chair pour la libéralisation de l'usure. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne fait plus d'usure, mais on fait des prêts à intérêt. C'est différent. Encore une fois, le capitalisme est en place. Il n'a plus qu'à attendre qu'il grandisse. Ce qui est intéressant, c'est qu'Angelico, justement, dont certains font un gothique attardé, c'est pas du tout ça. Fra Angelico, il sait faire les perspectives aussi bien que les autres. Il a travaillé au chantier
du baptistère dont je vous ai parlé, c'est un copain de Masaccio, c'est un copain de Donatello, il connaît tout ça par cœur. Mais une fois qu'il devient dominicain, son but, c'est pas de faire des exos de perspective, encore que la perspective soit parfaite ici, mais de dire quelque chose, de prêcher, et de prêcher à quelqu'un qui est un dominicain. Et là, nous avons l'introduction de l'histoire dans la légende. Pardonnez-moi ce terme, pour ceux qui penseraient que je suis discourtois vis-à-vis du Nouveau Testament. Donc là, on a la partie du Nouveau Testament, l'Annonciation, et là, qu'est-ce qu'on a? Mais hors espace. Vous voyez qu'il y a une autre manière de mettre hors espace. Il y a la manière de se servir de la perspective pour mettre un personnage hors espace. Or, le personnage qui est ici, c'est Saint Dominique, bien entendu. Toujours Fra Angelico, là vous allez en avoir parce que je n'ai pas renoncé à cet amour de jeunesse. Fra Angelico, le Christ aux outrages. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Pas assez, hein. Plus bas? La flèche peut le faire. Maudite flèche. Bon, je garde le truc comme ça, faute de mieux, on verra après. Donc, ça, c'est un tableau extrêmement économique, où vous avez ici une scène qui joue sur deux registres, c'est-à-dire à la fois la scène du Christ aux outrages, avec une économie qui fait qu'on ne représente qu'une main, des bâtons et le « je te salue maître » qui lui crache au visage. Et puis là, on a un autre espace, comme s'il y avait un écran, si vous voulez. C'est l'inventeur quasiment de l'écran cinématographique, Fra Angelico, où vous avez deux personnages. C'est-à-dire que ce n'est pas une scène historique qui se passe ici. C'est quelque chose qui se passe dans la tête des gens qui sont là. Michel, voulez-vous nous donner un coup de main, s'il vous plaît? Je ne sais pas ce qui se passe. Ben voilà, ça y est, c'est parti. Miracle. Oui, ce que je voulais vous dire, ce qui se passe ici, donc c'est comme s'il y avait, et c'est un écran, hein. Il n'y a pas à s'y tromper, c'est un écran. Rien ne se passe en dehors de cet écran qui vient comme en contravention avec l'architecture, pour la contredire. Vous avez deux personnages qui sont, eux, les personnages réels, c'est-à-dire des personnages historiques. Vous avez Saint Dominique, le saint à l'étoile rouge, et vous avez un personnage ici qui est habituellement comme étant la Vierge, mais je n'y crois pas un seul instant. C'est pas la Vierge, à mon avis, c'est Sainte Catherine de Sienne, qui est une autre sainte du dominicain, si vous voulez, parce qu'il est impossible que la Vierge, en même temps qu'on évoque la passion du Christ, se trouve ici, à l'extérieur. La Vierge, elle est dans la passion du Christ. Elle fait partie de ces deux personnages qui, l'une médite sur la passion du Christ, et l'autre, Saint Denis, lit un passage du Nouveau Testament qui parle et on revoit, si vous voulez, toute la cohérence, on restitue ainsi toute la cohérence de la scène. Merveilleuse scène de la transfiguration, toujours avec, encore une fois, cette histoire, ou cette proto-histoire, si vous voulez, qui se manifeste d'abord par les personnages qui sont représentés en entier, qui sont les apôtres, par ces personnages qui sont un peu, enfin qui assistent, ce sont les gens, l'histoire c'est celle-là, hein. Ceux qui sont hors histoire, c'est-à-dire qui sont en avant de cette histoire-là, c'est toujours Saint Dominique et, à mon avis, encore une fois, Sainte Catherine. Et puis vous avez les précesseurs de toute cette histoire-là, qui sont Moïse et Isaïe, qui sont les saints de l'Ancien Testament. Donc vous avez le Nouveau Testament, l'époque moderne et l'Ancien Testament, chacun avec son type de représentation différent, sa place dans l'espace, structuré par l'espace, structurant l'espace,
légendant, si vous voulez, l'espace. Il y aurait beaucoup à dire sur cette autre annonciation de Fra Angelico. Je voudrais simplement que vous regardiez la différence entre celle-ci, qui raconte l'épisode de l'Ascension, avec ici un prophète qui apparaît, c'est pas Dieu le Père, hein, c'est un des prophètes de l'Ancien Testament qui apparaît ici dans cet opulus, et l'histoire toujours de la chute, de l'expulsion du paradis, puisque évidemment ça et ça s'est mis en corrélation. Forcément, ça, cet acte-là, vient rattraper celui-là. Ça, c'est dans une pale là, hein, qui se trouve, celle-ci, elle est à Madrid, elle est au Prado. Et celle-là, quand vous allez à San Marco, que vous montez l'escalier vers les cellules, elle se trouve pile sur le mur qui est en haut de l'escalier. C'est-à-dire que quand les dominicains... Pardon ? Non. Quand les dominicains... Oui, il est tard. Quand les dominicains arrivent en haut de l'escalier, qu'est-ce qu'ils voient? C'est ça. Ce que vous voyez, c'est que la scène avant, avec Adam et Ève, on ne la voit plus. Le personnage qui est là, on ne le voit plus non plus. Il n'y a pas besoin. On est chez les dominicains. Ils savent bien ce qui se passe. On n'a pas besoin d'être explicite. Ça, on sait très bien que c'est le paradis terrestre. Ça, c'est la barrière infranchissable avec le paradis terrestre. Et là, on sait très bien ce qui peut se passer. Benozzogozzoli, un élève, bon, je passe. Voilà le schéma perspective de la Trinité de Masaccio. C'est-à-dire que, ayant la perspective, on est capable de retracer le schéma perspectif. Et vous voyez, ce que je vous disais, c'est que, bien entendu, vous avez le point de fuite ici, la ligne de terre qui est juste à l'autel, vous avez la ségrégation des personnages, Dieu, le Fils, Jean et la Vierge, et les deux donateurs qui sont au dehors. Et puis, vous avez le dernier échelon qui c'est le mort, c'est vous, c'est moi. C'est celui qui regarde à partir de ce point, puisque pour regarder un tableau, normalement, il faut se placer au point de fuite. Donc l'homme qui regarde, il est complètement pris à témoin par les personnages qui se battent. Pour vous dire que c'est une époque où on bricole beaucoup, que beaucoup de tableaux qui passent pour des tableaux sont en réalité des morceaux d'un coffret de mariage, d'un casseau. Quand une fille se mariait et qu'on avait les moyens, on lui offrait un beau coffre peint par des peintres du temps, parce que les peintres du temps n'étaient pas encore des artistes, c'était des artisans. La transition va se faire précisément à cette époque-là, sous l'effet de ce système dit humaniste, qui est, encore une fois, la base du système capitaliste. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, peut-être que vous trouvez ça un peu violent, mais c'est quand même la réalité. Et puis, il y a des gens comme Mantegna, ça c'est à la Pinacothèque Brera à Milan, qui est un tableau hyper célèbre, n'est-ce pas? Et qui fait, alors, avec comment dirais-je, c'est un Christ mort, c'est le titre du tableau, qui n'a pas de titre, bien entendu. On l'appelle un Christ mort, Vasari appelle ça un Christ mort. Je crois que c'est une autre vidéo. Décoration sur le corps du Christ, peu importe, c'est bien ça aussi. Et vous voyez avec quelle maestria on va représenter le raccourci du Christ mort. C'est étonnant. Et je vous ai amené justement cette photo-là en parallèle, n'est-ce pas, qui est la photo de Che Guevara abattu et présenté aux journalistes par les militaires qui sont autour, et qui montre bien, si vous voulez, que le photographe qui a peint cette œuvre-là connaissait bien le Christ de Mantegna. Je veux dire, ce n'est pas une invention de ma part, tout le monde l'a dit. Donc, c'est pas très original.
mais voilà, il faut quand même. Et voilà pour finir, si vous voulez, le premier stade, et je veux dire l'apogée de la perspective géométrique, et sa fin, c'est dire Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, qui en dehors de ces amusettes qui n'ont jamais fonctionné, sous-marins et autres hélicoptères, a été le grand réformateur de la peinture à la fin du Quattrocento. C'est-à-dire que, premièrement, la technique, il ne peignait plus, il peignait sur des panneaux, chers messieurs, mais il peignait plus avec de la détrempe et de l'oeuf, mais il peignait avec l'huile, et l'huile permet des glacis, des superpositions, ce qui fait qu'il a introduit dans la peinture ce qu'on appelle la perspective. Vous voyez le tableau, je vous l'ai ramené ici parce qu'il est en cours de restauration. Il était en cours de restauration quand la photo a été prise. C'est un tableau qui n'est pas terminé, hein, en réalité, peu importe. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle ici la perspective, non seulement la prospectiva pingendi, non seulement le modelé, mais ce qu'on appelle le sfumato, c'est-à-dire quelque chose qui va apporter de la morbidezza, du moelleux à la peinture. Le moelleux de l'huile, le moelleux des passages, et surtout la perspective dite atmosphérique, parce que dans les tableaux de Mantegna, en particulier les paysages de Mantegna, comme je vous l'ai dit, le premier plan et les plans du fond ont une égale netteté, ce qui ne correspond absolument pas à la réalité. Plus les objets s'éloignent, plus ils apparaissent dans une espèce, ils sont effacés dans une espèce de flou progressif, faible, mais quand même existant. Pourquoi? Parce que tout simplement les couches d'air ne sont pas absolument transparentes, mais bleutées. Donc, l'expérience de Léonard lui a montré que les fonds étaient bleutés, et le sfumato, c'est une manière d'effacer la netteté du dessin primitif par des couches de glacis successives, et puis peu à peu la peinture disparaît. Bon, je vais arrêter là, vous avez faim. On se reverra si toutefois vous en avez trouvé le besoin la semaine prochaine, et je vous parlerai de quelque chose qui va mettre à bas tout ça, c'est-à-dire l'impressionnisme. Voilà. Merci de votre patience.